Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui au Liban et la situation au Liban. Le Liban touche le fond et son vice-premier ministre l'a annoncé hier. Le Liban est en faillite. Qu'est-ce que cela signifie et que doivent faire les Libanais? Cette annonce intervient alors que le gouvernement est en discussion avec le FMI, ce qui a provoqué l'inquiétude. Le Liban ne peut même pas répondre aux exigences du FMI. Qui payera les dettes du Liban et quel sera son avenir économique sur le plan politique? La crise est devenue un fait et non une exception. Qu'adviendra-t-il des Libanais dont près de 55% vivent au-dessous du seuil de la pauvreté? En somme, qui sauvera le pays du gouffre? Qui tendra la main à ce pays rongé par la crise politique, économique et par la corruption? Pour nous en parler ce soir, nous avons par Skype depuis le Liban Pascal Asmar, journaliste libanaise. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous aurons donc par téléphone une autre journaliste libanaise, Heba Reda, qui nous rejoindra d'un instant à l'autre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au Liban. Après, donc, nous l'avons vu, alors que le vice-premier ministre libanais Saadé Chami a annoncé hier aux Libanais que le pays est en faillite et la Banque centrale et l'État. D'abord, comment cette annonce a été accueillie par les Libanais, Pascal? Bien évidemment, il y a eu une inquiétude, notamment de la part des déposants, parce que, comme vous le savez, actuellement, les déposants n'ont pas encore accès à leurs dépôts bancaires. Et donc, il y a cette grande question et cette insécurité chez les gens. Est-ce qu'ils vont nous rendre l'argent? Ça, c'est de un. De deux, il y a également une inquiétude, que ce soit au niveau de l'accès aux besoins de première nécessité, aux besoins vitaux quotidiens. Et bien évidemment, il y a toujours cette inquiétude concernant l'avenir. Donc, tout le monde, sans aucune exception, a accueilli cette nouvelle d'une manière assez inquiète. Et ça a provoqué des remous. Et jusqu'à présent, même après la correction qui a été faite par le Premier ministre et par le vice-premier ministre lui-même, jusqu'à présent, l'inquiétude subsiste et l'incertitude également. Oui, alors Pascal, est-ce que quelque part les Libanais s'attendaient à une telle annonce ou est-ce que ça a été un effet de surprise? Je pense qu'au fin fond de chaque Libanais, ils savent que le pays passe par des moments difficiles. Mais c'est vrai que de tout temps, même durant la guerre civile, après la guerre civile, dans tous les moments difficiles du pays, il n'a jamais été question de faillite parce que le Liban il s'est toujours basé sur les aides qui ont été injectées de l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, en 2008, alors que le monde entier était en pleine crise économique, le Liban a bénéficié des dépôts bancaires de la part de la diaspora libanaise et de la part des pays golfiques et arabes, et ça lui a permis de subsister. Donc, de tout temps, il y avait ces sortes de solutions. Cette sorte de solution assez temporaire, assez précaire qui a été proposée. Et les Libanais, même quand la crise a commencé en 2019, bien qu'il y ait eu des présages pour cette crise, et malgré le fait qu'on a déjà passé quand même 2 ans, depuis 3 ans même, depuis le début de la crise, les gens n'arrivent toujours pas à assimiler que ce fait et à comprendre que le Liban actuellement ne peut plus se comporter, il ne peut plus avoir accès aux mêmes solutions comme ce fut le cas dans les années 90 et bien évidemment dans les années 2000, notamment avec le Premier ministre Rafik Hariri. Et donc, il faut voir les choses en face, il faut tenir le taureau par ses cornes, il faut le dire. Et donc, voilà, la réalité va s'imposer. Et donc, même s'ils ont de la peine à le dire tout haut, ils le savent quand même tout bas, ils le palpent au quotidien. Oui, alors est-ce que les Libanais, quelque part, n'avaient pas un petit peu d'espoir lorsqu'il y avait les négociations avec le FMI? Alors, pour ne pas le dire, ou pour le dire autrement, vaut mieux négocier avec le FMI et garder quand même une certaine dignité plutôt que d'être en faillite. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le ressentiment, Pascal? Ah si, bien évidemment, le fait qu'il y ait eu ces négociations, ça a donné une sorte de lueur d'espoir, mais il ne faut pas se leurrer parce que, disons que l'accord est conclu, il y aura bien évidemment des conséquences à cet accord. Et il faut également savoir que le FMI va uniquement allouer 5 à 6 milliards dans le scénario le plus optimiste. Et donc, 5 à 6 milliards de dollars, ça ne sert à rien avec une dette galopante, avec des crises à n'en plus finir. Et il faut dire que ce qu'on pouvait faire il y a 2 ans, on ne peut plus le faire actuellement.
Donc, il y a également cette sorte d'insécurité chez les Libanais. Ils savent que le Fonds monétaire, c'est pas vraiment la solution miracle. Alors, depuis quelque temps, 2 ans, pour ne pas dire un peu plus, le Liban est quand même en train de vivre une crise, je dirais, sans précédent, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, où maintenant c'est le statu quo, nous l'avons vu, mais également avec, après l'explosion du port. Alors, après l'explosion du port, beaucoup d'observateurs disaient qu'effectivement, le Liban allait droit vers une crise, pour ne pas dire aller droit vers le mur. Alors, est-ce que ce n'était pas possible à l'époque ou au moment donc opportun de prendre les mesures nécessaires pour éviter justement cette situation contemporaine aujourd'hui? En effet, comme vous l'avez très bien dit, il y avait en fait des perspectives de sortie à l'époque. C'est-à-dire que les solutions, et même jusqu'à présent, même à ce moment, au moment où je parle maintenant, après, donc dans ce contexte de crise exacerbée, il y a toujours des solutions qui peuvent être envisagées, même en l'absence d'un accord avec le FMI. Il faut savoir que le Liban peut sortir, mais il faut une volonté politique. Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas sortir de cette impasse dans laquelle on se trouve, pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce qu'il n'y a pas de volonté. Et donc, une fois qu'il y aura ce consensus politique interne, et bien évidemment, il y aura également un consensus régional et international, parce que le dossier du Liban n'est pas seulement tributaire d'une volonté interne, mais également d'une volonté internationale. Il y aura forcément des solutions qui vont, et même vous allez voir, des solutions miracles du jour au lendemain qui vont s'imposer. Donc, oui, les solutions existent, mais la volonté n'existe pas. Oui, alors la volonté n'existe pas, on va le voir tout à l'heure pourquoi. Nous avons Madame Reda Heba. Reda, bonsoir. Reda, comment les Libanais ont accueilli cette nouvelle et comment cette nouvelle va se répercuter sur le quotidien des Libanais aujourd'hui qui sont déjà dans un niveau de vie assez précaire, je veux dire, en plus de l'inflation? En ce qui concerne le quotidien de nos jours, ça devient de plus en plus difficile, c'est l'enfer. Je parle d'un enfer, mais vraiment, je ne sais pas si nous sommes vraiment des survivants ou bien on accepte le fait qu'il y ait vraiment cette crise. J'avais entendu tout à l'heure, il y avait une personne avec vous en ligne. Oui, c'est notre invité, Pascal. Oui, Pascal Asma. Oui, Pascal. Oui, en fait, comme elle avait dit, notre gouvernement n'a pas de volonté. Il s'en fiche carrément du peuple libanais. Il mange, il boit, il y a de l'électricité, il n'y a pas d'électricité, ils s'en fichent. Donc pour eux, c'est eux, leur poche, s'ils veulent en fait. Oui. Et au fait, c'est dur. Donc moi, je parle de moi personnellement. Oui. Parce que moi, je touchais un salaire de $2000. Et en ce moment, je touche un salaire de $120. Oui. Par rapport à la crise. Oui. C'est quand même conséquent, je veux dire. Ça se ressent pour tous les Libanais. Oui, c'est pas facile, c'est pas évident. Oui. Alors, Pascal, je reviens vers vous. Selon vous, quel serait, ou je vais dire, qui va aider aujourd'hui le Liban à sortir de cette crise? Est-ce que vous voyez des aides? Est-ce que vous voyez certains pays? Est-ce que certains pays pourraient venir à la rescousse du Liban aujourd'hui qu'il a crié et qu'il a déclaré faillite? Je pense sincèrement et franchement qu'il faut vraiment sortir de ce scénario comme quoi il faut toujours dépendre des aides qui sont injectées de l'extérieur. Moi, je pense que ça va vraiment, en quelque sorte, apporter des solutions temporaires, des solutions ponctuelles, mais ça ne sera pas des solutions à long terme. Donc, ce n'est pas viable. Et donc, afin de pouvoir vraiment trouver une solution à cette crise, il faut que les Libanais, comme déjà le ministre des Affaires étrangères français l'a très bien dit, il faut que les Libanais puissent s'aider. C'est-à-dire que si on ne s'aide pas soi-même, on ne va pas attendre que les autres nous aident. Donc, en l'absence d'une volonté politique, en l'absence d'une volonté interne, je le répète, on ne peut pas pouvoir relever le Liban et le redresser. Donc, quelles que soient les aides qu'on va recevoir, ça va tomber à l'eau. Il n'y aura vraiment aucune solution à long terme. Alors, mesdames, je vous propose d'écouter tout de suite avec vous le vice-premier ministre libanais, Saadé Chami. On l'écoute et on revient. On continue notre débat juste après. Les ressources du gouvernement et sa banque centrale sont très amoindries.
Il faut le dire, malheureusement, l'État et sa banque centrale sont en faillite. On doit trouver des solutions. Comment justement le faire? C'est en limitant les pertes. Si on ne fait rien, les pertes seront encore plus importantes. Oui, alors Pascal, on l'a vu, le vice-premier ministre dit en assumer pleinement les conséquences, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui va en assumer les frais, le gouvernement, mais également par ricochet le peuple qui déjà est sous le joug de la crise économique. Comme disait tout à l'heure Heba, ça s'est fait ressentir dans son porte-monnaie, dans sa pompe lorsqu'il se réveille le matin pour prendre sa voiture, lorsqu'il va donc pour acheter son pain. Tout ça, ce sont des répercussions directes de cette faillite. Tout à fait. En effet, je pense que, franchement, pour le dire en toute honnêteté, je pense que c'est le peuple qui va uniquement en subir les conséquences. Ce sera ni l'État, je veux dire l'État, en termes de politiciens. Ce ne sera pas les politiciens, ça sera pas le gouverneur de la Banque du Liban parce qu'il a eu une mauvaise gouvernance, ça ne sera pas les politiciens parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, ce sera seulement le peuple qui va en subir les conséquences. Les déposants, ils n'auront pas accès à leurs dépôts. Le peuple libanais, il va subir les conséquences sur tous les plans, le secteur éducatif, le secteur de la santé, les besoins quotidiens de première nécessité. Donc, c'est eux qui vont payer forcément le prix. Et donc, se dire qu'il y aura une répartition équitable des pertes, c'est vraiment une illusion. Non. Malheureusement, les pertes, c'est le peuple uniquement qui est en train de la subir et qui va la subir par la suite. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de faillite d'un État, cela signifie quoi en termes de répercussions directes sur le pays? Pascal? Bien évidemment, ça veut dire que l'État ne peut plus s'autogouverner, il n'aura plus sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions, peut-être une sorte de tutelle internationale. Donc, c'est vraiment très grave de dire ce genre de choses, notamment quand on sait qu'il y a des solutions, il y a des sorties et ça ne manque pas. Il y a juste une volonté qui manque. Et c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui provoque l'indignation chez les gens, c'est qu'ils sont vraiment, ils sont sourds à toutes les peines du peuple libanais. Ils font vraiment la sourde oreille. C'est comme s'ils ne sont pas responsables. Il y a toujours un je ne sais pas qui, il y a toujours une source externe qui est responsable de tous nos problèmes, alors qu'en fait, le problème du Liban, c'est vraiment un problème interne. Il faut l'admettre et voir les choses en face. Oui. Et donc, c'est vraiment... voilà. Et donc, dire ce genre de choses, c'est vraiment un manque de responsabilité et ils doivent être tenus responsables. On ne peut pas se taire en entendant un vice-premier ministre dire ce genre de choses. C'est vraiment irresponsable et ça a des conséquences. Oui, alors Heba, de quelle manière pensez-vous justement que c'est irresponsable? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu se taire et ne pas donner l'information et en subir les conséquences de manière, je dirais, en cachette ou de manière à ce qu'on ne divulgue pas l'information aux Libanais? Ou est-ce qu'il faut mettre un peu la balle dans le camp de la population libanaise et voir ce qui va se passer par la suite? Heba? Normalement, d'après ce que vous dites, normalement, il faut faire divulguer les choses. Moi, je parle du responsable de l'État, oui. Du ministre... Le vice-ministre, le vice-premier ministre, vous voulez dire? Oui, le vice-premier ministre. Moi, à mon avis, il a une solution, mais au fait, on nous Quelle serait cette solution? Quelle serait cette solution, Heba? Selon vous, Heba, quelle serait cette solution? Au fait, la solution est avec eux, c'est entre leurs mains, c'est pas entre les mains du peuple libanais, c'est eux, ils ont volé notre argent, ils ont tout pris, c'est pas nous. Oui, c'est le gouvernement. Oui, il a dit qu'il assumerait, que le gouvernement assumait justement cette faillite et ces pertes que la Banque centrale également. Ils ne vont jamais assumer cette faillite. Alors de quelle manière? Ça, par contre, on ne le sait pas. Comme elle avait dit, non, mais parce que comme elle avait dit Pascal, ils n'ont aucune volonté. Et tant que le peuple libanais ne s'entraide pas et ne s'aime pas et ne se respecte pas, il n'y aura pas
il n'y aura pas une solution. Oui, alors très bien. Il n'y aura pas une solution. Oui, très bien. Alors, mesdames, je voulais juste vous lire cette information. Le parquet général libanais tente de faire geler les actifs de Salamé à l'étranger. Le procureur général libanais a cherché à faire geler ses comptes bancaires parce que, bon, il est menacé ou il est accusé de corruption et qu'ils veulent que ces fonds reviennent vers le Liban avant que, justement, ces pays vers lesquels se trouvent ces biens les saisissent. Alors, pensez-vous qu'on puisse aujourd'hui user de ce genre de procédé pour faire un petit peu récupérer l'argent des Libanais qui a été plus ou moins volé par des détournements et par de la corruption? Est-ce une solution parmi tant d'autres? Pascal? Moi, normalement... Non, c'est bon si elle veut. Oui, Pascal, oui. Non, ça va, Pascal, vas-y. Oui. On revient vers vous, Heba. Oui. Disons que l'idéal, oui, et ça serait de rapatrier l'argent qui est estimé à près de 800 milliards de dollars. Donc, oui. Vous imaginez la somme dans les banques. C'est colossal. Voilà, tout à fait. Ça pourrait, en fait, on pourrait en finir avec la dette, restaurer et redresser notre économie. Donc voilà, ça serait l'idéal. Mais il faut dire que juste geler certains actifs, c'est plutôt, disons, ça serait plutôt une sorte de solution un peu politique, parce qu'il y a une sorte de règlement de compte. Nous savons mais à l'heure actuelle que Riyad Salamé, c'est un peu la bête noire du gouvernement. On voudrait un peu l'évincer. On sait qu'il est bien évidemment responsable, mais il n'est pas le seul responsable. Et les gel de ces actifs, si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, je viens de lire qu'il y a une source juridique qui a démenti cela, mais disons que ça s'avère en fait une réalité, ça serait vraiment assez minime comme solution et ça ne va pas résoudre grand-chose tant que les politiciens qui sont toujours au pouvoir et qui se portent candidats dans les prochaines élections ne seront pas tenus responsables. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très, de très marginal ce qui se passe actuellement. On pourrait même dire, ça pourrait être une sorte de manœuvre pour gagner des points auprès de la population à l'approche des élections. Mais je doute fort que ça puisse vraiment... Justement, vous me tendez la perche, donc Pascal, pour aller vers Heba. Heba, pensez-vous réellement aujourd'hui que ce genre de carte peut encore se jouer pour des élections et convaincre les Libanais qui sont carrément sur le tapis depuis quelque temps, Heba? Bien sûr. Ils font ça pour manœuvrer. Vous savez, ils sont en train d'utiliser ce genre de choses pour les élections qui vont venir. Mais moi, à mon avis, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est mon avis. Oui, il n'y aura pas d'élection ou il y aura plutôt pas d'électeurs, c'est-à-dire que les gens ne vont pas aller voter parce qu'ils auront... En général, je ne pense pas qu'il y aura des élections. Alors, permettez-moi de revenir un petit peu sur des statistiques qui parlent donc de la situation de crise économique au Liban. Ce sont des statistiques qui remontent, je le précise, entre 2019 et 2020. Ceux de 2022, nous ne les avons pas encore. Donc, le taux d'inflation en 2020 a atteint les 84% contre le 29% seulement en 2019. Est-ce que vous voyez cette différence de 84,3% contre 29 seulement en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 jusqu'à 2020 pour que le taux d'inflation grimpe de cette manière aussi effrayante? Pascal? En effet, tout simplement, disons que les manœuvres de la BDL qui servaient à un certain moment à camoufler la réalité, on ne pouvait plus. Donc, la réalité s'est imposée et en fait, on le voyait déjà depuis 2015 et 2016. Il y avait des économistes à l'époque et des experts qui alertaient. Il y avait également, je me souviens très bien, courant 2019, il y avait des rumeurs au sujet de la dévaluation de la livre libanaise et tout le monde pensait que c'est uniquement des rumeurs et que ça va pas se passer parce que on n'a pas eu ça avant. Bien évidemment, il y a l'épisode d'une dévaluation au lendemain de la guerre. Par la suite, ça a été stabilisé. Mais je veux dire que les gens n'étaient pas habitués que ça se passe parce qu'ils avaient la certitude comme quoi il y avait une sorte de politique et de stratégie de la part de la BDL. Donc voilà, le poteau rose, on a découvert le poteau rose et on a découvert qu'il y a eu toute une manœuvre que les politiciens et le gouverneur de la BDL cachaient très soigneusement.
Et on en a payé le prix parce que l'inflation, le taux d'inflation et bien évidemment la crise dans laquelle on est plongé actuellement, on le voit au quotidien comme Hiba vient de le dire, on le voit dans nos salaires, on le voit dans notre accès. Par exemple, un médicament qui coûtait 10 000 livres libanaises coûte actuellement 195 000 livres libanaises. Donc ça c'est pour vous donner un peu, pour vous mettre les choses un peu en perspective. Une laitue qui coûtait 1 000 livres libanaises actuellement coûte 30 000 livres libanaises. Donc vous voyez, c'est énorme. Et les salaires, voilà, ils sont de plus en plus dévalués. On est en train vraiment avec chaque jour qui passe, et en l'absence de solutions concrètes et en l'absence de bonne volonté, je le répète, parce que c'est vraiment très important, on est en train vraiment de payer un prix très exorbitant. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le Liban est en train de faire un petit peu ou de payer le prix de certains, je dirais, luttes intestines entre les pays qui, par ricochet, ont une main au Liban et qui refusent de voir justement ce pays dans une harmonie ou dans une sécurité politique qui pourrait par la suite engendrer une sécurité économique, pourquoi pas, Pascal? Oui, en réalité, malheureusement, nous sommes au cœur de tous ces dissensus et de tous ces conflits internationaux et régionaux. On ne peut pas être séparé de tout ce qui se passe, par exemple, sur le plan des négociations sur le nucléaire, de tout ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, les négociations entre l'Arabie Saoudite et Téhéran. On n'est pas loin également de la politique étrangère des États-Unis, également de la France. Donc, on est vraiment au cœur de tous ces conflits, de tous ces règlements de compte. Malheureusement, le Liban, de par, bien évidemment, sa position géographique, mais également le fait que les acteurs politiques nous ont en quelque sorte impliqués dans ces conflits. On ne peut plus faire marche arrière actuellement. Donc, oui, on est tributaire de tout ce qui va se passer. Et notre sort n'est pas décidé uniquement par la politique interne, parce que nous sommes un peu divisés en plusieurs clans. Et chaque clan est inféodé à un certain pays. Et donc, nous verrons en fonction des résultats des négociations et des pourparlers dans tous les dossiers que je viens d'évoquer, comment ça va influencer le Liban. Mais c'est vrai que oui, malheureusement, nous, on n'arrivera pas à résoudre notre problème seul, parce qu'on est déjà impliqué et on est vraiment impliqué jusqu'au bout. Oui, merci Pascal. Hiba, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à Pascal, que le Liban est lâché? Si, elle est lâchée. Elle est lâchée complètement. Comme elle avait dit, elle avait évoqué tout à l'heure. Donc, normalement, nous, on est un terrain de foot, si vous voulez. Oui, comment? C'est un terrain de foot. Ça veut dire, quand ils ont envie de faire Vous savez, parce que, comme elle avait dit, Pascal, il y a des clans. Un clan qui fait partie de l'Iran, un clan qui fait partie des États-Unis, un clan qui fait partie de l'Arabie Saoudite, un clan qui fait partie de la France. Donc, vous voyez, quand il y a des problèmes et tout, tout est encombré sur le terrain libanais. Oui. Alors, et on jette la balle. Oui. Alors, puisque vous parlez de clans, Hiba, est-ce que ces clans ne peuvent pas aujourd'hui venir secourir le Liban, tant qu'à faire, puisque on aime tellement ce pays? Écoutez, ça, je ne sais pas. Non, moi, à mon avis, il vaut mieux qu'on soit homogène, qu'il n'y aurait pas de clan. Il faut avoir une seule main. Oui. Alors, pour qu'un pays soit... vous savez, on doit être laïque, à mon avis. C'est fini. Vous pour pensez moi, j'aimerais bien avoir un pouvoir laïque. Oui. Comme le modèle turc, peut-être, qui pourrait un petit peu sauver... Comme le modèle turc, oui, pourquoi pas. Des dissensions. On aura moins de problèmes. Oui. Pour pouvoir un petit peu sortir de ce clivage politique et religieux. Voilà. Oui. Parce que c'est pas parce que, par exemple, je donne un exemple, c'est pas parce que je suis... je donne un exemple, qu'on est par exemple musulman sunnite que je dois faire partie du clan bleu. C'est pas parce que je suis musulman chiite que je dois faire partie du clan vert ou bien du clan jaune. Oui. Vous voyez comment ça veut rien dire. Parce qu'il y a une très grande majorité. Vous voulez rester libanais avant tout. Vous voulez rester libanais avant tout, toute appartenance religieuse. Libanais. Oui, je vois que Pascal, vous voulez réagir. Allez-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Tant qu'on est un peuple divisé, on ne peut pas bâtir un pays tout simplement. Et on est malheureusement inféodé à toutes les religions du monde, à tous les clans politiques du monde, et on n'est pas malheureusement, on n'a pas une sorte d'engagement envers notre pays.
Et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Et moi également, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je rêve d'un pays laïque où les gens seront égaux en vertu de leur statut de citoyen et pas parce qu'ils appartiennent à X clan ou bien. C'est-à-dire que, vous voyez, dans nos administrations qui souffrent maintenant d'une crise parce qu'ils sont un peu enflés avec un nombre incroyable d'employés qui ont été recrutés par pur népotisme politique, il y a toujours cette sorte d'équilibre, de terreur entre les religions. Il faut avoir autant de musulmans que de chrétiens, même si c'est au détriment du mérite. Et donc, quand vous avez des personnes qui ne sont pas, vous n'avez pas les bonnes personnes dans les bons postes, bien évidemment, vous allez avoir une faillite ou bien vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des crises. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Quand on a un pays laïque et qu'on est tous égaux par les droits et les devoirs en tant que citoyens et que la religion, c'est un truc personnel et que ça ne nous catégorise pas, là, vraiment, ça sera un bon signe qu'on est en train de bâtir. Alors, Pascal, pensez-vous réellement que le problème aujourd'hui du Liban, qui l'a conduit à déclarer et à annoncer sa faillite aujourd'hui, ça reste juste un problème confessionnel? Est-ce que cela ne le dépasse pas de très loin? C'est-à-dire que même si on met de côté le problème confessionnel, qui est censé être une richesse et apporter un plus et une valeur ajoutée au Liban, deviennent aujourd'hui lui-même le problème. Est-ce que réellement, Pascal, vous pensez que c'est juste le problème confessionnel qui est en train de tirer vers le bas aujourd'hui le Liban? La religion, elle est pas le problème. L'instrumentalisation de la religion, c'est ça le problème. Oui, c'est l'instrumentalisation. Le fait que la politique vient s'immiscer dans la religion, qu'elle instrumentalise le religieux pour créer des scissions au sein des communautés, c'est ça le problème, et ça conduit à des guerres intestines au sein du pays, et ça conduit à l'état de crise dont nous souffrons actuellement et qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que au-delà de toutes nos divergences idéologiques, politiques, religieuses, on souffre toutes et tous des mêmes problèmes. Alors, je comprends pas, notamment maintenant à l'approche des législatives, alors que ça devrait servir d'un cri pour que les gens vraiment cristallisent leur position vis-à-vis de ce gouvernement et bien évidemment de toute la classe politique qui est coupable de notre misère actuelle. Donc, il y a toujours cette instrumentalisation du religieux et qui sert, malheureusement, elle est toujours assez fructueuse auprès d'un certain nombre de la population. Oui. Donc, voilà. Oui. Alors, Heba, selon vous, il nous reste très peu de temps, donc nous allons être obligés d'aller vers la conclusion de cette émission. Mais juste un petit point, comment aujourd'hui le Liban, pour revenir à cette histoire de faillite, va aujourd'hui payer ses échéances? J'ai pas bien entendu parce qu'il y a eu. Alors je disais, comment aujourd'hui le Liban va-t-il payer ses échéances et comment va-t-il surtout payer ses dettes à ses échéanciers et comment cela va se produire dans un avenir très proche pour le Liban? Pour moi, mon avis personnel, c'est que j'aimerais bien que tous ces politiciens soient mis en prison. Oui, alors. Pour que le pays redevienne comme avant. Voilà. Oui. Ça, c'est mon avis. Oui. Alors, Pascal, je me tourne vers vous. Voilà, franchement, quelle solution? En l'absence d'une redynamisation de l'industrie, de l'agriculture, d'un plan de redressement économique cohérent et solide qui ne repose pas sur des aides, sur des sempiternels emprunts de l'étranger, le Liban ne va pas pouvoir payer ses échéances. Parce que vous ne pouvez pas être endetté et entrer dans ce cercle vicieux de dette, parce que tout ce que vous allez produire, vous allez l'allouer pour payer vos dettes. Et vous allez vous endetter pour pouvoir payer. Davantage. Donc, voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Si le Liban, aujourd'hui, ne va pas faire un plan, ne va pas élaborer, je veux dire par le Liban officiel, c'est-à-dire le gouvernement, un plan de redressement économique qui va capitaliser sur les ressources humaines et matérielles dont dispose le Liban, pour pouvoir redynamiser le cycle économique et donc commencer à produire et commencer à s'autosuffire et commencer également à tirer des profits pour pouvoir commencer à payer ses échéances, quel que soit le montant des aides qu'il va recevoir, ça ne servira à rien, honnêtement.
Oui, très bien. Donc, quelque part, on va attendre pour voir aujourd'hui quel scénario de sortie de crise ou d'aide pour sauver le Liban qui donc touche carrément le fond. Il faut dire aussi c'est une crise qui n'est pas très étrangère à ce qui se passe également en Ukraine. L'Ukraine qui a donc, dont les répercussions de cette offensive ont touché plein de pays qui étaient déjà en crise. Mesdames, je vous remercie d'avoir participé à notre débat. Je rappelle, Heba Reda, que vous étiez avec nous par téléphone, que vous êtes journaliste libanaise. Merci Pascal Asmar, vous êtes également journaliste libanaise. Vous étiez avec nous depuis Beyrouth. Je vous souhaite beaucoup de bon courage. Mesdames et messieurs, merci. Notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, je vous laisse avec le rendez-vous, le journal de 18h.